Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith, bienvenue sur Equinox Télévision et c'est un moment important comme chaque jour entre 10h et 12h. Vous êtes très nombreux à prendre avec nous ici le pouls de l'actualité mais surtout le comment le Cameroun se porte et nous attelons chaque jour à mener à bien cette mission. Je voudrais ici vous dire que c'est devenu un moment important à la fois pour vous qui nous regardez mais surtout pour nous sur ce plateau considéré comme une famille. Aux côtés de Charles-Amel Batchou, que je considère à chaque fois comme étant l'aîné de la famille, il est avec nous ce matin. Bonjour à vous Charles-Amel et bienvenue comme à l'accoutumée. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier aux populations de Sang-Mélima, aux commerçants qui ont dit non, nous n'irons pas au marché moderne de Sang-Mélima. On a vu le maire de Sang-Mélima descendre avec les bâtons pour chasser les populations. Allez, vous allez aller dans ce marché et demander à ce qu'on scelle les boutiques. Les populations ont dit, vous-même vous allez aller vendre. Nous n'irons pas là-bas. Ils ont préféré aller faire le sitting à la mairie de la ville de Sang-Mélima. Ça s'annonce très chaud dans le sud de M. Michel Ngachou. Il y a, on va dire, des tensions de part et d'autre quand même dans le Cameroun. C'est chaud bouillant. Ça se dit comme ça, Isabelle Carole Zopet. Bonjour. C'est chaud bouillant au Cameroun. C'est l'une de nos cadettes d'ailleurs en passant. Hein. Ça va bien, Isabelle? Que ceux qui vont croire à ça. Que quoi? Que vous n'êtes pas ma cadette? Non. Bonjour à vous, Michel. Vous êtes l'une de nos cadettes quand même. Hein. Pas l'âge de la femme. Non, pas du tout. Bonjour, vous allez bien? Je vais super bien. Ça va bien, la préfète? Ça se poursuit, hein? Ça se poursuit? Oui, c'est ce qu'Emmanuel Wapi, dans tous les cas, nous fait savoir. Mais nous, on a kiffé le buffet d'hier. Hein. Que ça se merci poursuit. beaucoup pour ce buffet. Merci Michel Ngachou, merci à vous tous le plateau, merci aux téléspectateurs, merci à Emmanuel Wapi, merci à tout le monde, merci à ma famille, merci à mes précieux. Et voilà. Ouais. Elle dit merci à tout le monde, même pas dit merci à l'entendre. Il y a eu des milliers et des milliers de happy birthday. Merci à tous les téléspectateurs, c'est ce que je dis, Michel Ngachou. Voilà. À Mondo Vision, je leur dis merci. Je dis merci à mes précieux. Charles-Amel a dit qui ne mange pas, qui ne fait pas d'anniversaire. Que je les bantours, ne mange pas de gâteaux. Il n'y a pas de souci, on a mangé fièrement. Je vous dis toujours que je suis en insécurité sur ce plateau, franchement. Merci beaucoup. Vous comprendrez ce qu'a fait un jour. Et la place de Mambo là-dedans. En tout cas, bon, Boka a arraché la parole. Déjà, bonjour, mon Mengan. Bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Et Mambo, je pense que il a reçu un même bonjour spécial, un merci spécial. Oui. Ouais, c'est de la part du père. Voilà. De toutes les manières, moi, c'est à travers lui que je lis le reste. Très bien. Comment est-ce que vous êtes réveillé ce matin, Bombo? Non, pas très bien, mais avec une lueur d'espoir quand même, parce que ce qu'on appelle en d'autres termes le lumpen prolétariat, c'est-à-dire que la paysannerie pauvre commence à vouloir montrer qu'il y a lutte de classe au Cameroun, c'est-à-dire qu'on peut être pauvre en Vomeka, Yome Sala, en Minka, en Minkan, à Pouma, en Banjoun, à Kolofata et tout. Il faut avoir cette conscience de classe et surtout rejeter les élites qui n'ont pas vocation à développer les localités, s'en prendre directement au gouvernement, puisque le gouvernement qui est le bras armé de l'État. Très bien. Elle est avec nous comme chaque matin, madame, messieurs. Elle est toute coquette en même temps, dans ses foulards, dans ses maquillages, dans ses tenues. Ben, elle m'a dit quand même à l'entrée de l'émission, si tu le dis, Michel, tu te fais les problèmes. Fais-moi les problèmes au Yengele. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on fasse ça ici? On se connaît, non? Bonjour, c'est qu'elle a dit qu'elle entre dans le bantouisme progressif. Elle m'a dit, si tu le dis à l'entrée, je te fais les problèmes, Michel. Tu lui dis, Yengele, faites-moi les problèmes. Il n'y a pas de souci. Bonjour à vous. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Et bien sûr, courage et sollicitude aux habitants, population de la localité de Minta, même si on a des représentants du parti au pouvoir qui estiment que dire qu'on a fait 17 ans sans électricité, c'est quand même exagéré. Donc ils pensent que vous êtes un peu allé trop loin en estimant que vous avez fait 17 ans sans électricité. Donc voilà, on a des gens comme ça qui ne reconnaissent même pas qu'on a des populations dans la douleur et dans le désarroi. Bonjour à vous là-bas et surtout tenez bon. L'histoire. L'histoire de ce matin est celle d'un jeune homme qui a une femme qui a des problèmes de conception et il a fait savoir ceci à son pasteur.
En fait, il y a 1 an et demi, le gynécologue qui s'occupe de nous a fait la radio des trompes à mon épouse. On s'est rendu compte qu'elle a la trompe gauche bouchée à moitié et la trompe droite bouchée juste un peu. Quand on a découvert cela, on a acheté des remèdes indigènes que les femmes préparent généralement pour déboucher les trompes. Elle a bu cela pendant près de 8 mois et après, on a fait une seconde radio des trompes pour savoir si les remèdes indigènes qu'elle buvait avaient de l'effet, si ça avait marché. Et là, après la deuxième radio de contrôle, on s'est rendu compte que la trompe gauche qui était bouchée à moitié s'est totalement bouchée et la trompe droite qui était légèrement bouchée s'est bouchée à moitié. Et là, le médecin a prescrit une opération qu'on appelle la colioscopie pour déboucher ces trompes et il a programmé l'opération. Et moi, de mon côté, le mari, j'ai décidé d'informer les membres de ma famille et les membres de la famille de mon épouse. Et c'est là mon problème. Ils ont dit, on n'opère pas notre fille. Si notre fille monte sur la table d'opération, elle va mourir. Aujourd'hui, je suis mitigée. J'ai besoin d'enfants. Ma femme également, on était déjà lancé dans ce projet qui est censé nous mener à notre objectif final. Et lorsque notre ma belle famille dit qu'on ne peut pas, ça sous-entend que je ne pourrai pas avoir d'enfant avec ma femme. Comment est-ce que je vais gérer cette situation? Parce que je ne veux pas de désordre dans ma famille. Merci beaucoup Dominique Audrey Oyengelek. Vous ramenez sur le plateau ce matin un sujet, d'ailleurs, cette histoire qui touche pas seulement ce Camerounais ou encore cet Africain. Ils sont très nombreux, les Africains qui aujourd'hui sont dans cette dimension, dans cette posture, qui rencontrent ces problèmes. Ou très souvent, c'est la famille des X qui dit non, pas d'opération, mais comment gérer de telles situations? Il faudrait absolument assurer la pérennité de l'espèce humaine lorsqu'on est en couple. Il se faut des enfants, et bien là, c'est également des gages d'une vie longue et pleine, va-t-on dire. Je m'entoure de vous, monsieur Mbatuchar, mais je commence véritablement avec vous ce matin sur cette histoire. Vous comprenez qu'on soit dans une logique où la famille dit autant pour moi, oui, à l'homme que nous ne veut pas que notre fille se fasse opérer. Et pourtant, les solutions cliniquement prouvées sont là. Il faut le faire. Cet homme ne mérite même pas de prendre la parole en public. Pourquoi? Il ne mérite pas de s'adresser aux hommes parce qu'il est tout sauf un homme. Comment il a fait pour entrer dans cette famille? Quelles sont les enquêtes qu'il a menées avant d'entrer dans cette famille? Quelles sont, M. Michel Ngattchou, les questions qu'il a eu à poser avant d'entrer dans cette famille? L'arrivée de l'Église a torturé, effacé littéralement la cervelle des Africains à telle enseigne que désormais ils ne jurent qu'au nom d'une seule personne, Jésus-Christ, oubliant ils ont un lieu d'où ils viennent, il y a un lieu où ils ont été façonnés, où ils ont été pensés, il y a un lieu où la parole domine, et tout cela lié par le nom et l'appartenance à une famille. Monsieur Michel Ngattchou, si ce monsieur avait pris la peine de poser certaines questions, il avait laissé les membres de la famille au devant. Vous avez des familles, monsieur Michel Ngattchou, où on a les familles qui ont, comment on dit ça traditionnellement, qui ont tordu le fer. Des familles qui étaient des ferrailleurs, qui ont fait des forgerons, qui travaillaient pour la chefferie, des familles qui faisaient des lances, qui ont comment on va dire, maîtrisé le fer. Ouais. Ces familles, vous ne pouvez pas parler du fer parce qu'il y a des rituels qu'on utilise. Je veux vous amener dans des grandes castes comme chez les Dogons. On a dit, M. Michel Ngattchou, c'est des gens qui maîtrisent l'art du fer. Vous ne pouvez ni blesser, ni faire parce qu'il y a des rituels qu'on fait pour éviter que le fer ne touche. Vous avez des familles. S'ils ont lu Camarade Lai, voilà. Noir, et vous avez, son papa était forgeron, voilà. Et il décrit. Voilà. Vous ne pouvez pas utiliser le fer. Vous avez des familles où il y a eu des pactes où on a géré, des pactes qui ont été gérés, M. Michel Ngattchou, où on a dit désormais on va faire des pactes de non-agression et tout, on donne à manger, c'est un rituel où on dit vous ne pouvez pas vous blesser, la mort va vous emporter. Il y a des familles où on a combattu les accidents. Donc il y a chaque famille a ses pactes
particularités qu'il faudrait au préalable mettre devant. Est-ce qu'il a enquêté? Que voulez-vous justifier, Charles? Si, je vous dis, la famille a dit, elle monte, elle meurt. Ça peut être que la fille a dans son ventre des œufs. Ça peut être que la fille a dans son ventre la sorcellerie. Ça peut être que cette famille a les germes de la sorcellerie. Oui, monsieur Michel Ngachou. Vous avez souvent entendu parler qu'on va opérer une femme, on a trouvé un bobolo entier bien attaché dans le ventre. On a trouvé un morceau de viande crue dans l'estomac. Oui, ne me regardez pas. Isabelle Carole, oui. Les ventres de nous tous ne sont pas les mêmes. Chacun a une particularité suivant le lieu où il vient. Il y a des enfants qui, lorsqu'ils naissent, on met des choses dans leur ventre. Autre chose, monsieur Michel Ngachou. Avant de parler de l'opération, on se lève pas un matin pour dire je vais me faire opérer. On consulte. Je vais prendre le cas d'un opérateur économique, d'un très grand opérateur économique, M. Michel Ngachou, je vais taire le nom, il va se reconnaître. Il souffrait, il avait des soucis de cœur. Il va à l'hôpital, on passe tout ce que vous voulez qu'on scanne, on se rend compte que, on ne sait pas comment cette veine est venue se coller sur le cœur, M. Michel Ngachou. Il faut l'opérer. Ouais. Il faut l'opérer. Il rentre, il la met, on lui dit non, on ne va pas t'opérer. Depuis que tu es là, tu as une de tes mamans qui te nourrissait, qui s'occupait de toi et tout. Elle est déjà vieille, mais elle est en train de mourir. Jamais tu ne lui as donné un paquet. Cette maman est fâchée contre toi. Va lui donner un paquet. J'ai dit un très grand opérateur. Il dit si ce n'est que ça, je dois aller me faire opérer. On me parle de 14 millions et tout ça, les frères et tout ça. Monsieur Michel Ngachou, finalement, il se résout quand la famille fait pression, il va donner le paquet. Il rentre, on lui dit bon, tu vas devoir nourrir le village. Il faut tuer 20 bœufs. Il dit 20 bœufs. C'est ce qu'il a fait dans son village. Je vous l'ai dit dans la main noire. Il a fait M. Michel Ngachou. Il a nourri le village. On lui a dit va repasser le test. Il est parti repasser le test. On a pu retrouver. On n'a pu rien retrouver. Voilà. C'est pour dire M. Michel Ngachou, que quand parfois on vous pose, il peut avoir. On peut ne pas avoir donné. Pendant qu'on allait doter cette fille, on n'a pas donné l'huile, la tine d'huile, le sac de sel, le pain à une des mamans qui s'est fâchée. Mais est-ce que vous savez quand même, est-ce que vous êtes en train de dire, Charles Bachou, comment l'homme serait-il entré dans cette famille? Oui. La question, vous la posez pour vous, elle est triviale et fondamentale. Quel est l'intérêt pour une famille à empêcher à sa fille de Monsieur Michel Ngachou, c'est quoi l'intérêt? Il y a des droits pour venir prendre votre fille. Il y a 12 mamans qui ont donné le sel, qui ont donné le piment, qui ont appris l'acidité, qui ont appris, voilà comment on dit traditionnellement. On dit à ces mamans, tu vas donner une tine d'huile, un sac de sel, un morceau de pain pour cacher les fesses parce que la fille sort, monsieur Michel Ngachou. Lorsque vous ne donnez pas, la maman ne s'en plaint pas à la fille. Elle va voir les responsables en disant, j'ai appris que tel est parti en mariage. Qui a mangé l'argent sur elle sans que je n'ai un morceau d'huile pour chauffer? Personne ne répond. Ok, quand vous l'avez fait, terminé. Elle rentre avec la colère. C'est la colère qui agit sur l'enfant, monsieur Michel Ngachou, parce qu'on n'a pas respecté les principes. Ne cherchez pas à dire que la famille la famille cherche à bloquer la population. Je vois votre regard et je vois là où vous voulez nous amener. Non, monsieur Michel, c'est quoi l'intérêt? C'est des droits. Vous devez respecter. Alors non, c'est des droits, c'est des droits au risque. C'est traditionnel. C'est comme la colère de ce papa hier qui a demandé à son fils de l'aider. Le fils a refusé de l'aider. Le père est entré dans une colère. Donc, ça peut être la colère. Je n'ai pas dit que c'est ça. Je suis en train de développer en présentant des cas. Je suis en train de présenter en disant ce que ce garçon gagnerait doit faire. Je termine par là. C'est de se rapprocher de la famille de la fille en demandant les raisons pour lesquelles elle ne peut pas aller sur la table. Qu'on lui donne les raisons, que lui-même va enquêter empiriquement auprès d'un grand prêtre, que ce grand prêtre lui dise voici ce qu'il y a lieu de faire pour le faire. Parce que plus il cherche à libérer, plus les trompes ne font que se boucher. Ça veut dire fondamentalement qu'on devrait avoir peur des familles dans lesquelles nous entrons. Aujourd'hui, Isabelle Carozepet. Non, pas peur, s'informer. Oui, peut-être s'informer. Alors, si on s'informe sans avoir toutes les informations nécessaires, est-ce qu'on ne devrait pas également s'inquiéter? J'ai entendu sur ce plateau une fois quand même dire que lorsqu'on veut épouser une femme, avant d'aller toquer la porte, il faut se rassurer au moins qu'elle soit capable de procréer, qu'elle ait fait au moins, qu'elle ait craché au moins une fois. Je reprends les expressions de Charles Hamel. Isabelle Carozepet. Non. Attention, qu'elle ait craché une fois, ça veut dire qu'elle a fait un enfant. Est-ce qu'elle peut monter? Vous pouvez arriver chez moi et que ma fille n'est pas destinée au mariage. Vous avez choisi. Vous décidez de venir l'épouser, elle n'est pas formelle. Vous n'enquêtez pas, vous faites comment? Très bien. Je voudrais qu'Isabelle Carozepet laisse son commentaire à cette suite. Vous comprenez quand même que ce soit logique qu'une femme ne fasse pas d'enfants? Un couple veut des enfants, mais
On lui dit, vous ne pouvez pas parce qu'elle ne doit pas se faire opérer. La confrontation. Où situez-vous, Isabelle Caron? C'est vrai que c'est assez dur, c'est assez louche. Et puis là, je dis, c'est important de savoir qui on a en face. C'est important de savoir la famille qui est derrière. Et sur ce coup-là, je crois que le monsieur n'a pas suffisamment pris la peine de savoir là où il se trouve. C'est vrai qu'aussi, il pourra nous retourner la question de savoir par quelle alchimie il aurait su que dans cette famille-là, la fille en question ne devrait pas se faire opérer, puisque dans TAM, ce problème ne se posait pas. C'est lorsqu'un problème se pose qu'on peut avoir les réactions des uns et des autres. Donc, je crois que on peut aussi comprendre cet homme et se dire que c'est à lui de s'imposer aussi. C'est à lui de s'imposer. Et je crois qu'à quelque chose, malheur parfois est bien. Votre fille ne peut pas se faire opérer. D'accord. Dites-moi pourquoi votre fille ne peut pas se faire opérer. Donnez les raisons à cet homme. Il est encore temps pour ma part. C'est encore tôt. Ils sont encore au bas de la colline dans leur relation. Donc je crois que c'est suffisant pour que la famille explique. Qu'elle sache s'il est dans une bonne famille ou pas. Dans la vie ne se fait jamais tard. Si ce n'est pas la bonne, il est encore temps pour lui de pouvoir dire, ok, d'accord, ta famille te retient, va rester avec eux. Même la note que j'ai versée, restez avec, je m'en vais. Il faut que les gens aient la capacité à s'accrocher et la capacité de raccrocher. Donc, il faut qu'on inculque ça dans nos habitudes. C'est vrai, c'est difficile, c'est compliqué, mais autant mieux savoir la vérité et se défaire d'une situation qui peut gangréner toute une vie. Vous vivez, vous avez besoin de vos enfants. Vous avez des personnes qui n'acceptent pas que votre femme puisse procréer pour des raisons que vous ne savez même pas, que vous ignorez, qu'on ne vous a même jamais dit. Parce que le problème s'est posé, là ça fait surface, c'est un problème et c'est pas des moindres. À la place de cet homme, je dirais à cette famille, pas seul, en présence de ma famille également, qu'est-ce que vous cachez d'autre dans votre famille? Ben là, dites-moi une fois, parce que... Dans votre ventre. Oui, dans votre ventre, quand vous dites qu'on passe par un grand déballage et qu'on sache vraiment où chacun se trouve. Parce que ça peut ne pas seulement être l'opération, il peut avoir également autre chose. On peut vous dire, non, cette fille ne doit pas faire ci, elle ne doit pas faire ça, elle ne doit pas encore habiter chez vous, elle doit habiter chez votre maman. Est-ce qu'on m'a dit qu'il y a des filles qui sont piégées pour certains hommes? Non. Piégées? Plutôt, il devait demander, en entrant, la première question qu'on pose, quels sont les interdits dans votre famille? Peut-être. Oui. Non, c'est la question qu'on pose. Quels sont les interdits dans votre famille? Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette culture, encore cette capacité à pouvoir poser toutes ces questions. Mais maintenant, la famille en face, si vous savez que chez vous, telle chose est au rouge, dites-le directement au premier venu. Chez nous, on ne fait pas telle chose. Chez nous, la dot se fait en journée. Il y a des familles qui vous disent ça comme ça. Absolument. Qui donnent les raisons pour lesquelles, vraiment, leur dot, on n'attend pas minuit, 2 heures, 3 heures, comme dans certaines familles, pour commencer à doter une femme. Parce que chez eux, c'est avec la lumière du jour qu'on dote la femme. Mais quand vous dites ça tôt, qu'on n'attend pas vraiment que les choses commencent à atteindre ce niveau pour que ça dégénère. Parce que là, maintenant, ça sera difficile à gérer comme conséquence. Cette femme, aujourd'hui, est désormais son épouse. Ils ont besoin d'enfants. Pire encore, ils s'aiment. Ben, c'est pas du jour au lendemain qu'on va balayer tous les sentiments. C'est pas le pire, hein. C'est plus grand. Oui, mais quand je dis le pire, ben on comprend. Il n'y a pas de pire dans l'amour. Merci beaucoup Isabelle Caron pour ce point de vue. Je voudrais vraiment que Bon Bengan prenne la parole à la fin. Parce que lui, il peut comprendre ces données-là. Dominique Audrey, je vous la donne d'abord, cette parole, pour comprendre les appréciations, les vôtres, quant à l'histoire restituée ce matin. Comment vous l'avez perçu, vous? On perçoit malheureusement que les familles brillent par certaines familles brillent par un sadisme. Si on a une famille qui sait pertinemment qu'ils ont mangé leur fille et que si leur fille monte sur une table, elle risque de décéder, pourquoi avoir laissé que ce garçon la prenne? Mais il faut également dire que même les personnes vers lesquelles on va faire, entre guillemets, ces enquêtes de moralité là ne sont pas Dieu. Vraiment, ces gens-là ne savent pas tout. On ne va pas remettre toute son existence entre les mains de quelqu'un qui va regarder dans une bassine. Quand même. Pourquoi? Parce que le phénomène des trompes bouchées peut survenir à n'importe quel moment. Scientifiquement, ça s'explique. Les trompes bouchées arrivent à n'importe quel moment. Vous pouvez être marié, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez même avoir déjà eu vos, disons, 3 enfants. Et après, vous commencez à avoir des trompes bouchées. Pourquoi? Parce qu'au niveau de vos trompes, vous avez eu des adhérences, vous avez eu une MST
qui, mal soignés, maltraités ou bien traités en retard, occasionnent cela. C'est pour ça que la maladie peut évoluer. Et c'est pour cette raison qu'on peut demander à vous opérer. La colioscopie, c'est une nouvelle méthode chirurgicale qui voudrait qu'on fasse de petites incisions, qu'on introduise une caméra et juste, c'est plus les opérations où on vous éventrait carrément comme à l'époque. Aujourd'hui, c'est de façon réduite que l'opération se fait. Donc ces parents, c'est à eux de voir. Est-ce qu'ils vont dire véritablement, il faudrait même que ce soit leur fille qui aille leur poser la question, parce que le jeune homme, lui, il a déjà posé le problème, on lui a dit carrément non, on n'opère pas notre fille. Mais dès le moment que vous avez donné, si on s'en tient à ce qu'on nous dit ici, votre fille en mariage, elle n'est plus la vôtre. Ce n'est plus à vous de décider, mais à sa belle famille de décider de ce qu'elle va advenir, de son devenir, de son avenir, tout ce que vous voulez. C'est à la famille de son mari de décider. Vous avez mangé la dot, vous avez, mais vous auriez dû libérer cette fille. Donc, que cette jeune femme, puisque visiblement, elle est encore la propriété de ses parents, qu'elle aille demander à son père ou à sa mère ou à je ne sais pas trop qui, pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir d'enfant? Parce que c'est ça la question. Demandez à votre père, papa, pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir d'enfant? Mais fondamentalement, l'homme aujourd'hui, vous me permettrez, est-ce que ça ne justifie pas les positions quelquefois qu'on a sur ce plateau qu'il faut toujours préparer? Dans ce cas, peut-il s'accorder avec sa femme à faire un enfant au mariage? Votre commentaire? Le problème ne se pose pas encore. On ne va pas... Si c'est pas résolu. Si c'est pas résolu. On n'y est pas encore. Attendez, ne dites pas aux gens que... Comme, je vais dire n'importe quoi, comme Carlos veut se marier samedi. Bon, Carlos, en allant te marier samedi là, sache que la fille que tu vas épouser peut ne pas avoir d'enfant. Donc, je te suggère, avant de te marier samedi, de prendre Nadine mercredi par là. Et tu commences aussi à faire avec elle, histoire qu'elle tombe enceinte, parce qu'on ne sait pas si Nadine... Non, ce sont des foutaises, vraiment. On n'épouse pas une femme d'abord parce qu'on veut des enfants. On épouse une femme parce qu'on épouse un comportement, on épouse une vision, on épouse une attitude. Maintenant, la question des enfants vient après, parce que j'estime que vous pouvez avoir une femme, elle vous aligne même 14 enfants et tous décèdent. On a des cas, et tous décèdent et il ne vous reste plus rien. Donc, ce problème-là, ça peut être géré. Il faudrait que les deux familles parlent de concert. Si la famille, c'est une famille de sorciers, où on garde les choses, c'est bizarre de raconter même ce truc à la télé, que c'est dans le ventre des enfants qu'on garde la sorcellerie, qu'ils disent simplement à leur beau-fils, voilà, notre fille ne peut pas faire d'enfant parce qu'elle porte les œufs de notre sorcellerie. Donc maintenant, il va falloir que tu prennes une autre femme, et libre à lui désormais de divorcer ou bien de la garder comme première femme et de prendre une autre. Mais avant de s'engager dans une quelconque... un quelconque désordre avec les femmes et tout ça, prenez d'abord le temps de vous organiser. C'est tout. Je voudrais qu'on poursuive cette édition ce matin, Chalamel, un instant. Et que les femmes qui nous regardent ce matin, qui assurément sont dans cette dimension, qui ont des soucis et qui comprennent peut-être pas grand-chose à l'histoire de ce matin, comprennent très bien que c'est un homme qui s'est plaint ici parce que sa belle famille ne lui donne pas le quitus de faire opérer sa femme qui a des trompes bouchées. Alors, Bonbon Bengal, Chalamel, on va reprendre, ne vous en faites pas. Bonbon, comment solutionner le problème posé ce matin? Qu'est-ce qu'on dit à cet homme? Que doit-il faire? Que doit faire la dame? Quelles sont les responsabilités des familles aujourd'hui dans cette histoire? D'abord, je commence là où Chalamel a commencé. Ce n'est pas un homme. Tout se passe par le processus de la dot. Et je suis chagriné, je suis même embêté que vous qui dites que vous êtes allé à l'école, vous n'avez rien lu de votre littérature. Moi, je vous renvoie. Je n'ai pas eu la chance d'aller plus loin que vous. Lisez Camara Lai, l'enfant noir. Camara Lai est famille de forgerons. Il vous raconte comment le totem passait ici et là. Il dit, quand je parlais de moi, j'ai commencé à parler de moi, mais au fur et à mesure que j'ai développé l'histoire, je croyais que je parlais de la Haute-Guinée et de la Guinée et du monde. Ça renvoie également à Amadou Ampatemba. Lisez-les. Amkoulel, l'enfant Peul. Il dit, je cite, l'individu est inséparable de sa lignée.
qui continue de vivre à travers lui et dont il n'est que le prolongement. Je répète, l'individu est inséparable de sa lignée qui continue de vivre à travers lui et donc il n'est que le prolongement. Fin de citation. Je termine par un prêtre très respectueux, Menrad Hebga, un exorciste très connu, il a dit, avait dans ses, j'allais dire, ses pensées, un développement spirituel, théologique et tout, il a commis un ouvrage chez l'Harmattan en 1998. Le titre est le suivant: La rationalité d'un discours africain sur les phénomènes paranormaux. Vous pouvez trouver ce livre, La rationalité d'un discours africain sur les phénomènes paranormaux. Ça revient à la chose simple suivante, je le dirais ici. La vie, et même celui qui a commencé ce que vous appelez le discours cartésien, ce n'est pas Descartes, c'est Francis Bacon. À sa mort, il a dit: j'ai regardé l'Afrique, il m'est resté une chose à l'esprit. On ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. C'est-à-dire en obéissant à ses lois. Francis Bacon. Ça veut dire qu'en fait la vie, et ce n'est que l'Africain qui a compris la vie, le sacré et le profane s'entremêlent. Le sacré et le profane s'entremêlent. Il n'y a pas la science ici et là-bas non-science, ça n'existe pas. C'est Descartes qui vous a menti comme ça. Il dit, s'il existe, il n'y a que ça, il n'y a pas ceci. Non. Non. Même la psychanalyse, il y a récemment seulement qu'on a admis que la psychanalyse était une science. Pendant longtemps, l'Europe a rejeté Freud, a rejeté la psychanalyse. Donc ici, on vous demande, renseignez-vous sur les familles que vous voulez intégrer. Il y a des familles où on a vendu les esclaves. Ah oui. Oui. Parce que vous êtes obligé, oui. Et Eddie Murphy a dit qu'il est de telle famille. Et tel a dit qu'il est de telle famille africaine. Famille de traite. Quand ça se faisait, quelle est l'énergie négative que cela a suscité au sein de la famille? Quelles sont les répercussions? Je vous dis, le phénomène est le même que dans la photosynthèse. Là, parce vous êtes dans une forme très empirique. Non, mais justement, c'est pour que vous compreniez. Vous voulez prendre une fille. Il y a le phénomène de sorcellerie, Charles Hamel l'a développé, on n'exclut pas. Il y a une famille de sorciers qui peut dire que je gâte les ventres de... C'est pour cette raison donc que pendant la dot, quand vous êtes au courant de ça, on fait le rituel du bouc. Comment être au courant? Si quelqu'un... Comment être au courant? Deux choses. Les mamans s'informent. Laissez-moi votre chose, mon cœur a flashé, maman. On a même déjà fait la publication de banque. Le pasteur a dit qu'il a prié. Jésus est au-dessus de tout. Maintenant, oui, Jésus est au-dessus de tout, d'accord. Et les Chinois, les Asiatiques et tout qui ne sont pas chrétiens, donc Dieu a décidé de les envoyer aux enfers? Non, laissez ça. Renseignez-vous d'abord par les mamans. On dit toujours, aucune personne ne voit sa nuque. Très bien. Renseignez-vous et faites le Ngambi. Faites le Ngambi, laissez-moi votre horoscope là. Et moi je suis Verseau 3e décan. Lui il est Bélier 1er décan. Non, on a des atomes crochus. Voilà les termes que j'entends. Quand je leur dis donc, bon, gars, parlons même ça. Et vous parlez souvent de poisson, de bélier. Ça veut même dire quoi? Ils ne s'en donnent pas. Renseignez-vous, ma fille, mon fils, ne perds pas ta femme. Va dans ta famille. Tu as des choses que tu n'as pas développées parce que le cœur avait flashé. Il y a donc peut-être même ta femme pourrait éviter même cette opération. Très bien. On pourrait même faire une visite médicale dans 2-3 mois. Il va se trouver que les trompes ne sont même pas bouchées. À la demande bien sûr, cher Hamel. Je voulais juste à la suite de Mbombo dire que... Oui, c'est excellent, monsieur Michel Ngachou. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont prendre la liste de la dot, on se contente d'écrire dessus 12 boucs, 17 chèvres, 14 ceci, 16 sacs de plantain, 12 sacs d'oignons, 17 pagnes qu'il faut donner. Ce n'est pas ça la liste, c'est de l'arnaque. La liste de la dot, monsieur Michel Ngachou, c'est écrire le nom de ceux qui ont droit avec ceux qui leur revient. On va mettre grand-père, famille paternelle, on écrit le père, le grand-père, la grand-mère,
les tantes, les sœurs ont décrit nommément en disant de ce côté il y a ça. Qu'il commence, pourquoi nous tous, Mombok et moi, nous parlons du problème de vente, c'est parce que ces affaires de trompe-bouchée qu'on sort, on sait bien. Plutôt la première question qui devrait se poser, quelle est la personne qu'on a sautée dans le processus de la dot? On va certainement poursuivre les débats, madame, messieurs, dans la deuxième partie, comme vous le savez. Mais surtout, un constat est clair aujourd'hui. Il faut bien évidemment le marteler, c'est qu'on se rend compte que de plus en plus, il y a des filles d'une certaine génération, je dirais, qui ont entre 40 ans descendants aujourd'hui, qui ont de la peine pour beaucoup d'entre elles à faire des enfants. C'est peut-être un sujet qui devrait être débattu ici en de ces quatre, mais on ne saurait exclure cette réalité. Madame, monsieur, merci à vous de rester sur Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith, tout de suite la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du détournement de plus de 173 milliards de francs CFA dans le processus d'exportation du bois non déclaré par le gouvernement camerounais. Quelle en est la raison? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Depuis peu, les experts se posent la question, économistes avec, sur la faible contribution du secteur forestier aux recettes budgétaires dans ce pays. Pourtant, ce n'est pas le bois qui manque. Pourtant, le bois qui sort, on en compte chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce. Dans un rapport intitulé « Bois volé, temple souillé », les conséquences néfastes du commerce du bois entre le Cameroun et le Vietnam sur les populations et les forêts camerounaises, qui fait la une des commentaires dans les couloirs de la Banque mondiale, on a 2 ONG, Environmental Investigation Agency et le Centre pour l'environnement et le développement, qui peuvent ou qui ont choisi de déclamer haut et fort, de dénoncer haut et fort, de dénoncer avec aisance les mécanismes de détournement de près de 170 milliards de nos francs en seulement 5 ans dans le secteur bois. Savez-vous que le commerce du bois entre le Cameroun et le Vietnam ne contribue guère à améliorer les recettes de l'État camerounais? Les transactions financières étant souvent clandestines, elles se font en espèces sonnantes et trébuchantes tout en reposant sur des déclarations erronées. Comment comprendre que de 2013 à 2016, 173 milliards de nos francs n'ont pas été déclarés dans le cadre de l'exportation du bois du Cameroun vers 6 pays précisément? Comment comprendre que les services camerounais n'ont rien déclaré de ces transactions de 2017 à 2020? Blackout total à Yaoundé. N'ayons pas peur de dire les choses. Les registres officiels révèlent que ce commerce du bois est massivement sous-déclaré côté camerounais. Allez savoir par qui? Autre point d'interrogation. Quels sont les maillons de la chaîne qui s'engraissent littéralement dans la sous-déclaration du commerce du bois? Point d'interrogation. Comment comprendre que ce couvert végétal, important parmi celui du bassin du Congo, deuxième forêt tropicale du monde, après l'Amazonie, cache d'immenses trafics de toutes sortes, allant de la corruption à la coupe illégale de bois, en passant par des détournements massifs de devises liés à la commercialisation du bois? Comment comprendre ces complicités qui ne disent pas leur nom? Savez-vous que d'après les données collectées dans Comtrade, une base de données des Nations Unies orientée vers le commerce international, les experts ont constaté de fortes disparités de devises sur du bois importé du Cameroun par certains pays asiatiques et occidentaux. De 2013 à 2017, les données de l'ONU montrent de grandes disparités entre les valeurs commerciales déclarées par les importateurs de bois camerounais et les valeurs commerciales déclarées par le Cameroun du bois exporté vers ces pays.
Savez-vous qu'entre 2016 et 2020, les 5 principaux pays exportateurs de marchandises classés sous le code SH 4407, c'est-à-dire bois scié, bois dépecé dans le sens de la longueur, tranché ou déroulé, raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur supérieure à 6 mm, sont la Chine, le Vietnam, la Belgique, l'Italie et les États-Unis. Grosse incongruité. Savez-vous que le différentiel en termes de déclaration entre 2013 et 2017 vers la Chine est assez inquiétant? La Chine a déclaré 337 512 365 000 francs, dollars US, d'importation de bois en provenance du Cameroun. Tandis que ce dernier, le Cameroun, a déclaré 212 750 925 dollars d'exportation de bois vers la Chine au cours de la même période et sur la même marchandise. Comment donc comprendre cet écart de valeur commerciale de 124 761 440 dollars? La question, on se la pose. Qui de la Chine ou du Cameroun a commis volontairement une erreur? Que dit du Vietnam? La question, il faut la poser. Que dit de l'Italie? La question, il faut la poser en termes d'écart. Que dit des États-Unis? La question, il faut encore la poser. Le gap est assez énorme. On parle de 173 milliards. Comment comprendre le silence de toutes les administrations publiques concernées, notamment la douane, le ministère des Finances, celui des Forêts, impliqués dans les questions de bois et de commerce extérieur? Monsieur le Président, les Camerounais veulent comprendre qui a pillé 173 milliards de francs CFA sur le dos des Camerounais alors qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a rien en termes d'infrastructure. On pille le bois, on sous-déclare le bois, il devrait rendre gorge, Monsieur le Président. Savez-vous que d'après un rapport publié en novembre 2020 par le Centre de l'Environnement et le Développement et son partenaire Environmental Investigation Agency, l'échange avec le Vietnam est fort illustratif avec à la clé un vaste trafic forestier illicite au Cameroun. Tout cela au nom de la surfacturation des exportations, la sous-facturation des importations, la sous-facturation des exportations et la surfacturation des importations. Un jeu qui sonne mal. Monsieur le Président de la République, réveillez-vous, parce que les Camerounais ouvrent grand les yeux et veulent comprendre. À défaut de comprendre, à défaut d'être informés, le peuple n'a qu'une seule chose à faire, descendre dans la rue et peut-être même se plaindre. Alors évitons cela et répondons aux questions du peuple. Le peuple qui veut comprendre où est-ce que 173 milliards de francs CFA sont passés à seulement 5 ans. Et bien avant ces 5 ans, ça veut dire que depuis plus de 20 ans, pauvres de nos Camerounais, ils mangent sous nos yeux, sans pifre, sans graisse, tandis qu'on souffre. La colère de Charles Hamel, justement, ce matin. On va d'abord demander au président de nous dire au moins qu'est-ce qu'on a fait des 180 milliards de francs CFA des fonds Covid-19 alloués au Cameroun. On va peut-être demander au président de la République de nous dire réellement comment justifie-t-il les nombreux budgets mis en place par les, on va dire, par les ministères qui se greffent à lui en même temps. On va demander au président de la République de nous justifier les nombreux fonds qui ont été mis à disposition du Cameroun, à la fois par la Banque mondiale, par le FMI aujourd'hui. On va demander bien sûr au président de la République de nous dire en 40 ans, qu'est-ce qu'on a réellement gardé de l'exploitation du bois au Cameroun. On va demander au président de la République de nous dire exactement qu'est-ce que l'exploitation du bois a pu apporter au Cameroun. Quand on regarde ce qu'Ali Bongo, président du Gabon, lorsqu'il a pris le pouvoir, a imposé aux exploitants forestiers, notamment la France, dans son pays, afin qu'ils puissent avoir transformation du bois sur place et création des emplois. On demandera bien sûr à Paul Biya en 40 ans
où en sommes-nous avec la question du bois? Charles Hamel, on va poursuivre justement les débats ce matin. Je commence avec vous, Isabelle Carroz-Depet. Est-ce que vous comprenez grand-chose justement à la question de cette plainte posée par Charles Hamel Bachou, qui pense qu'il y a quand même 173 milliards de francs CFA dans l'exportation non déclarée du gouvernement, non déclarée par le gouvernement camerounais aujourd'hui? Alors, on comprend tout simplement qu'il y a des personnes qui se servent. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence de valeur commerciale? C'est-à-dire que entre ce que le Vietnam déclare et ce que le Cameroun déclare, la différence est énorme. Que ce soit avec la Chine, que ce soit avec bien d'autres pays, avec les États-Unis ou encore avec l'Italie, la différence vraiment apporte à s'écrouler. C'est un sérieux problème qui se pose parce que au niveau des chiffres, c'est assez perceptible. Et on se demande bien, est-ce que ces personnes ne se rendent pas compte de cette différence de valeur? Parce que vous qui dites avoir perçu 5 francs et l'autre qui dit n'avoir donné que 2 francs, ben où sont passés les 3 francs qui sont au-dessus? Et c'est depuis des années que cela prospère. Ça, c'est la différence pour le cas d'espèce qu'il s'est focalisé sur ces 5 années, 173 milliards. Ça, c'est pour ces 5 années. Mais cette exportation du bois date de combien d'années? De Mathusalem. Ça date d'il y a fort longtemps. Ça veut dire que si on résume tout ça, vraiment, les chiffres seront catastrophiques. Autre chose, la faible contribution, ça il faut le dire, du secteur forestier dans les recettes budgétaires, c'est très faible. Et cette légèreté, ce faible taux de participation devrait pouvoir montrer à suffire qu'il y a un problème qui se pose. Si le secteur forestier n'apporte que très peu dans les recettes de l'État, pourtant on sait qu'au Cameroun, vraiment le bois, c'est quelque chose de convoité par pas mal de pays. On devrait comprendre qu'il y a Anguille sous roche, de qui se moque-t-on? On devrait comprendre qu'il y a Anguille sous roche quand même, mais ça nous pousse aujourd'hui à nous poser une question fondamentale. Comment diagnostiquer la question du bois au Cameroun sous Paul Biya? Dominique Audrey, vous y comprenez grand chose quand même. On s'assoit sur 173 milliards, on cloque à plein dents, on déclare des factures qui n'ont rien à voir avec la réalité. Oui. On est là dans le règne de l'impunité. Bien sûr, on pourrait même dire que c'est du libertinage, c'est chacun qui fait ce qu'il veut et au vu et au su de tout le monde. Je ne sais pas si on doit dire Dieu merci, mais aujourd'hui, il est possible de pouvoir mettre évidemment des chiffres sur ce gap. Regardez par exemple, je vais lire pour vous, si ça ne vous dérange pas bien entendu. Donc la Chine a déclaré 337 512 365 millions de dollars, j'ai un problème avec les chiffres, millions de dollars d'importation de bois en provenance du Cameroun, tandis que le Cameroun lui a déclaré 212 millions de dollars. Disons ça comme ça, on laisse le reste là, c'est compliqué. Ouais. Donc la Chine dit 337 millions, le Cameroun vient dire 212 millions. Ensuite, on a eu la même situation avec un autre pays, avec l'Italie notamment, qui avait déclaré 192 millions en termes d'exportation du bois. D'exportation du bois. Non, d'importation du bois, puisqu'on va du pays. C'est le Cameroun qui envoie, non? Effectivement. Voilà. Et maintenant, le Cameroun, lui, a déclaré 164. Donc, il y a un écart qui doit pouvoir être justifié. Et ça s'est vu également au niveau du Vietnam, qui a parlé de 87 millions et le Cameroun de son côté a parlé de 77 millions en termes d'exportation de bois. Donc vous voyez qu'à chaque étape, à chaque pays correspond des chiffres. Et aux États-Unis, c'est même disponible en ligne. Il y a une page officielle où on vous dit de 1900 tel à 1900 tel, aux États-Unis, on a importé telle quantité de bois avec telle dimension, des chiffres exacts, avec exactitude, on peut retracer le parcours. C'est comme ça qu'on se rend compte que de notre côté, les chiffres à nous présenter ne sont pas véritablement les bons. Le problème qu'on peut avoir aujourd'hui en tant que Camerounais, c'est que l'exploitation du bois aurait pu se faire localement. Si on avait une exploitation locale du bois, on aurait pu enregistrer, selon certaines ONG, un bénéfice de 60 milliards de francs CFA. Pourquoi? Parce que ça crée non seulement sensiblement 55 000 emplois qui pourraient augmenter avec le temps selon la demande, notre disponibilité sur le marché. Bon, nous parle souvent de l'exemple d'un Camerounais à qui on avait demandé de faire des cintres
en bois. Je crois que c'était un pays étranger, je ne maîtrise plus trop. Les États-Unis. Vous avez demandé un conteneur de 40 pieds par mois, des cintres en bois. Des cintres en bois. Vous voyez que voilà de quoi... Il n'a même pas livré un demi-conteneur. De quoi travailler sur notre bois ici en interne. Donc, quand vous regardez les chiffres, on vous dit que l'Inde, le Vietnam, la Chine représentent 70% d'exportation du bois du Cameroun. On a la Belgique, l'Italie sensiblement en deçà de 20, soit 17 pour l'Italie exactement. Et en 2013, les États-Unis, une ONG des États-Unis a offert un logiciel au ministère de la Faune et de la Forêt pour pouvoir retracer le bois au Cameroun, l'exploitation du bois et pouvoir gérer l'exploitation légale et gérer l'exploitation illégale. Donc aujourd'hui, on est d'accord que si ce logiciel fonctionne toujours, on est pertinemment conscient de ce qu'on joue avec le bois. Au-delà, bien sûr, le jeu avec le bois au Cameroun, madame, messieurs, je voudrais ici saluer toutes les femmes qui elles auront l'impression que le sujet est trop technique quand même. Non, mesdames, non, maman, non, monsieur, si vous ne comprenez pas grand-chose, on parle du bois camerounais. On parle justement de nos forêts, comment nos forêts sont gérées. Et on se rend compte qu'entre ce que l'État du Cameroun déclare avoir perçu et ce que les pays étrangers qui dealent avec le Cameroun disent avoir géré avec le Cameroun, il y a un gap, il y a un vide. Comme pour dire que le gouvernement camerounais vole l'argent justement du bois au Cameroun. Donc, pour que les parents qui nous regardent ce matin, qui ne comprennent pas grand-chose, on va essayer de faciliter l'information à votre niveau en vous le disant, voilà le problème aujourd'hui. Alors, on se pose la question, c'est sous Paul Biya que ça se passe en même temps. Il faut le dire. On dira qu'on en fait un peu trop de parler de Paul Biya tout le temps. Oui, il est l'entrepreneur en chef, c'est lui qui est supposé justement gérer cela. Où en sommes-nous, Maman Bengan? Parce que là, on se rend compte effectivement que les batailles qui se posent aujourd'hui politiquement, où on ne veut pas, où le RDPC précisément, ses militants, ceux qui sont dans les arcanes du pouvoir, ceux qui sont au gouvernement, ne veulent pas lâcher justement, c'est parce qu'on s'est rendu compte que les serres sont solidement ancrés dans le vol, dans l'arnaque, dans tout ce qui rentre dans la gabegie financière aujourd'hui. Quelle chance pour le Cameroun de contrôler son bois? La chance, peut-être quand le président aura les preuves. Parce que il demande toujours les preuves. Oui, oui. Il avait dit à Eric Tindie en février 87 qu'il attend les preuves. Bon, peut-être qu'il n'a pas encore les preuves. Et ce qu'il a dit encore plus tard, après 87, là, que les voleurs à col blanc vont rendre gorge. Bon, peut-être quand il aura les preuves, ils vont rendre gorge. Mais non, le problème qui se passe ici, il faut dire que ces pays-là ont une certaine clarté. Ils ont une certaine clarté. Quand vous faites vos importations, vos exportations et tout, il y a une clarté parce qu'on doit savoir qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti. Et dans notre pays, c'est le flou. Et on entretient le flou pour détourner l'argent. C'est comme ça qu'il faut analyser les choses. Et justement, l'entrepreneur en chef encadre cela. Il a les services diplomatiques, il a lui-même ses réseaux d'information qui peut quand même savoir que cette année, voici le bois, le cubage de bois que j'ai importé et tout. Et si les services, j'allais dire, de la République ne lui donnent pas une bonne information, il aura ça avec ce qu'il appelle lui-même les partenaires au développement. Donc il va donc comparer les deux. Il a des tableaux, il va appeler le ministre en charge de fonds. Mais attendez, c'est quoi cette histoire? Puisque vous dites que c'était 1 million de mètres cubes, mais les autres me parlent qu'ils ont importé 3 millions. La colère de Charles Abel, c'est quand même 173 milliards disparus. Non, là d'abord les milliards, entendons-nous sur le cubage. Je vais vous aider. Voilà. En l'an 2000, on était à 225 000 mètres cubes de bois. Et en 2018, on était déjà à 3,5 millions de bois. Ouais. Seulement en 2018. Donc en 3 ans, ça a dû exploser. Voilà. Et le président sait ça. Il ne va pas dire qu'il ne sait pas. Il sait. Il sait. Nous, on a grandi ici avec les camps plaquages, on organisait les tours cyclistes. On avait le bois du Cameroun. On avait ceci. Donc, entre nous. Et il a créé des lycées techniques avec les filières menuiserie. Aujourd'hui, il n'y a plus de CAP menuiserie. Il n'y a plus de baccalauréat menuiserie. Donc l'industrie du bois, il l'a tué complètement.
il l'a complètement tué. Vous voyez que tout ce que vous avez comme techniciens de bois, c'est ceux qui sont à côté de la rue. Les gars, ils font des trucs là, je ne sais pas moi, en Bopi, ancien 3e, et à Yaoundé, au Lezoa, vous voyez comment... Est-ce que c'est comme ça que devrait être le bois? On devait avoir les cités SIC en bois. Donc, c'est une mafia qui est encadrée par les ponts du régime. Bon, et je comprends que dans notre... Peut-être que le ministre va dire que, comme c'est le colonel Bengan qui fait la vie, donc, moi aussi, je vais prendre les chiffres qu'il aura déclaré lui-même. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais faire comment pour contrôler le cubage du colonel Bengan. Vraiment, c'est que je cherche ma mort. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que les choses se passent. Et lui aussi, c'est content des chiffres que le colonel Bengan lui a donnés. Il va remettre là-bas. Et alors que le colonel Bengan, lui, l'a envoyé à son partenaire italien qui lui a donné le bon cubage. Et même de tout. Donc, voilà. Et surtout, le gouvernement a fait en sorte que les entreprises d'exploitation du bois payent leurs impôts à la direction des grandes entreprises. Ça veut dire que les chiffres sont énormes. Ici, c'est eux-mêmes qui évaluent à ce niveau-là 173 milliards de pertes. Et ils peuvent évaluer même ce qui passe, j'allais dire, dans le marché noir. Ça veut dire qu'ils maîtrisent réellement ce qui se passe. Et ils ont fait exprès de rejeter le logiciel américain qui leur permettait d'avoir une bonne lisibilité. Les Camerounais, le peuple camerounais comprend-il l'appel permanent que nous faisons sur ce plateau en demandant aux uns aux autres d'apprendre à faire la politique? Si vous ne faites pas la politique va vous faire. C'est-à-dire, si vous ne vous intéressez pas à toutes les questions liées à la politique, on vivra ce qu'on vit aujourd'hui. Car celle que nous vivons aujourd'hui, elle nous broie. Madame, Monsieur.